Clément Merassa, Mélène Destin-Gavé, tous les deux présidents des partis politiques de l'opposition, Parti social-démocrate congolais et Mouvement républicain, sont toujours pas convaincus par la nature des accords fonciers qui lient le Congo et le Rwanda. La plateforme de l'opposition constituée du Parti du peuple, Renaissance, Parti social-démocrate congolais et le Mouvement républicain a récemment réagi après la réception des documents envoyés par le Premier ministre. Quel enjeu ou bien quels nouveaux éléments apporte l'opposition sur cette question? Eh bien, comme vous avez désormais l'habitude, nous en parlons dans cette chronique. Bonsoir et bienvenue à tous. Fortuna Ngoulali, les accords entre le Congo et le Rwanda fait parler ces derniers temps. L'opposition congolaise, ou moins une fraction de cette opposition incarnée par Clément Merassa et Destin Gavé, a mis en avant la question de ces accords entre le Congo et le Rwanda lors de sa récente conférence de presse. Alors, quelle analyse faites-vous de cette prise de position médiatique? L'opposition, du moins vous l'avez dit, cette fraction, sinon cette partie, cette branche de l'opposition, puisqu'elle est plurielle aujourd'hui dans ce pays depuis quelques années, mais joue son rôle. C'est normal que l'opposition communique. Nous avons constaté que Clément Merassa, c'est pour lui toute une tradition. Chaque début d'année, Clément Merassa a l'habitude de rassembler la presse pour présenter ses vœux, lors desquels souvent il aborde certains sujets d'actualité. Vous avez aussi Destin Gavé qui le fait désormais, qui régulièrement a pris aussi l'habitude de communiquer avec la presse sur les questions d'actualité. Clément Merassa, c'est un homme qui est resté quand même cohérent depuis pratiquement, disons, 15 ans dans ses communications. Vous allez vous rendre compte que est-ce qu'il mène les mêmes combats, mais souvent il soulève les mêmes préoccupations depuis pratiquement 10 ans. Vous constaterez que Clément Merassa, depuis 9 ans à peu près, il est sur l'incompatibilité entre l'incompatibilité, il l'a même dit, du président de la République en tant que chef de l'État et président du Parti congolais du travail. On va en parler. Voilà, vous avez également, il a dit il y a à peu près 6 ans aux Congolais de la diaspora qu'ils sont dispersés. Il mène aussi ce combat. Et Clément Merassa, je l'ai dit, donc c'est un homme qui est resté 15 ans, qui est cohérent, et qui, vous le savez, a mené pendant longtemps le combat pour appeler le gouvernement, sinon au pouvoir, la déclaration du patrimoine. Donc, c'est un homme qui est resté cohérent dans sa communication, dans ses relations avec la presse, et depuis la montée donc en puissance des réseaux sociaux, vous l'avez constaté qu'il ne passe pas une semaine et sans communiquer sur les réseaux sociaux. La question des accords a été soulevée avec insistance, alors même que le Premier ministre a écrit à ses opposants et leur a transmis les 10 documents. Pourquoi, selon vous, ces opposants ne sont-ils toujours pas satisfaits ou bien convaincus? Bon, il y a deux choses qu'il faut comprendre, sinon trois. Je vais prendre ça sur 3 aspects. La première chose, c'est que nous avons malheureusement en Afrique, sinon au Congo, depuis plusieurs années, une opposition qui est restée dans le déni. Le déni que pour le déni. Vous avez ça. Vous avez donc une opposition qui ne reconnaît pas les efforts, qui ne peut pas aussi dire oui quand il faut dire oui, dire non quand il faut dire non. Donc on est en face à cette opposition qui veut à tout prix, qui surfe sur les failles du gouvernement, qui surfe sur l'actualité provoquée par le gouvernement pour communiquer. Donc il serait difficile avec une telle opposition que les choses évoluent, c'est-à-dire que de reconnaître finalement que on a bouclé la question sur les accords pour passer à autre chose. Autre chose, c'est que cette opposition est depuis quelque temps en chômage. Vous le savez que l'opposition congolaise, peut-être qu'on va aborder ça aussi, c'est une opposition stérile. C'est une opposition stérile. C'est quand même fort, hein, voilà, le mot. c'est une opposition stérile. C'est une opposition, on va dire, de subsistance et qui surfe sur l'actualité qui est provoquée par le gouvernement. Comme on a vu il y a un moment, c'était le dialogue. On a réclamé à corps et à cri le dialogue. Vous allez vous rendre que quand on va amorcer la période électorale, cette opposition, les conférences de presse et sinon les sorties médiatiques vont tourner autour des élections. Et là, ils ont quand même pu avoir du job. C'est-à-dire que dans leur stérilité, cette opposition n'a plus
quoi proposer, n'a plus quoi dire, surtout qu'elle n'a toujours pas proposé quelque chose de concret. Et donc finalement, ils ont trouvé du job. Alors, le gouvernement, ce qui est décevant, encore ce qui peut nous interpeller, c'est que les questions des terres sont des problèmes, des situations assez sensibles. Nous l'avons dit plus d'une fois ici sur Téléka que ailleurs, ces questions ont soulevé des remous, ont provoqué des remous, ont même fait tomber plusieurs régimes, comme à Madagascar par exemple, où on a vu tout un régime chuter à cause de ça. Mais c'est tellement sensible. Nous avons vu comment les Congolais ont réagi suite à ces questions des accords avec le Rwanda. Donc l'opposition congolaise devait être beaucoup plus conséquente, beaucoup plus sérieuse. Et elle qui aujourd'hui se veut être le représentant ou le porte-parole des Congolais, et dont l'ensemble ou les Congolais qui ne se reconnaissent pas dans ce pouvoir, ils devraient quand même être conséquents. Ils devaient quand même prendre ce problème au sérieux au lieu de rester sur du superficiel. Oui, le superficiel, pourquoi? Parce que de leur interrogation. Voilà, mais parce que pendant longtemps, je vous explique, pendant longtemps, le gouvernement est resté silencieux sur ces accords depuis 2021. Cela a suscité la colère, a suscité du mécontentement et même l'inquiétude des populations. Mais cette opposition est restée silencieuse, sans pourtant mener un combat pour prouver à cette population que ces accords étaient bien ou pas. Est-ce que c'est à l'opposition de mener ce combat ou bien c'est la parti au pouvoir qui devrait logiquement montrer ces accords pour que l'opposition, à son tour aussi, puisse oui, mais j'y arrive. C'est ce qui fut fait, ce qui est fait d'ailleurs. Ce qui est fait. Ça veut dire que finalement, sous pression populaire, sous pression du Parlement, on a vu le Sénat, l'Assemblée nationale faire pression sur le gouvernement puisque c'était devenu une sorte de nébuleuse. On parle des accords, il s'agit de quoi? Vendre des terres, pas vendre des terres. On a vu quand même le gouvernement rattraper le train, le Premier ministre accompagné d'un opposant pas les moindres, donc le chef de file d'opposition, et donc ils sont descendus sur le terrain pour parler à la population, pour montrer là où réellement l'on parlait de la vente ou de la cession des terres. On a entendu par la voix du ministre des Affaires étrangères du Rwanda qu'il n'y a pas eu cession ni vente des terres. On a encore vu au Parlement et à l'Assemblée nationale et au Sénat, donc au Parlement, les députés, les sénateurs finalement qui ont pu avoir accès aux sources d'information, qui ont confirmé par la bouche même du président du Sénat que jusqu'au niveau où nous nous trouvons, il n'y a pas eu vente ou cession des terres. Mais et après, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Premier ministre, pour la première fois dans ce pays, il n'a pas un devoir vis-à-vis de cette opposition qui est quand même une opposition adverse, c'est-à-dire que c'est leur adversaire en réalité. Il est de la majorité, il y a l'opposition en face. Donc il n'a pas de compte à rendre à cette opposition. Il a des comptes à rendre à l'Assemblée, il a des comptes à rendre au Sénat et à la population, mais pas à l'opposition. Mais il a quand même écrit à cette opposition en leur envoyant tous ces accords. Mais que l'opposition sorte encore pour dire finalement qu'ils ne sont pas convaincus, sans nous apporter à nous, cette population qui attend des preuves contraires, sinon tangibles, pour dire qu'ils ne sont pas convaincus. Mais quand vous n'êtes pas convaincus, vous faites quoi? Vous savez ce que les autres font? On voit ce que se fait avec Marine Le Pen. On a vu une opposition aussi forte comme celle qui est au pouvoir aujourd'hui au Sénégal, Macky Sall et comment on appelle Faye et Sonko. C'est quoi? C'est d'aller au Rwanda. Ils doutent de l'authenticité d'un reportage. Ils s'appuient sur un reportage qui serait de la télévision nationale rwandaise. Mais que l'opposition se déplace pour aller voir le président Kagame, que l'opposition mène les enquêtes de fond en comble pour nous apporter des preuves contraires. C'est ce que nous attendons. C'est ce que le peuple attend, que nous voulons avoir, puisqu'ils ont dit qu'ils ne sont pas sûrs que ces accords soient vrais, ou encore que le gouvernement aurait caché les vrais accords, mais qui nous apportent sur le terrain, puisque le gouvernement, par le biais même du Premier ministre et même du porte-parole, ont clairement dit que nous avons tout donné. Et si l'opposition estime qu'il n'y a pas toujours de vérité, il n'y a pas toujours de clarté, mais que cette opposition apporte sur la table du débat, apporte sur la table démocratique, apporte auprès de la population des preuves contraires. Mais cette même opposition aussi réclame aussi, ou bien dit que le Premier ministre a mis longtemps pour remettre ces documents-là, plus de 3 ans déjà. Pourquoi ce retard? Mais écoutez, est-ce que vous pensez que si nous avions dans ce pays une opposition crédible,
une opposition responsable, est-ce qu'on aurait attendu aussi longtemps? Vous savez, le rôle de l'opposition, c'est quoi? Faire le contrepoids. Le rôle de l'opposition, c'est comme on l'a vu au Sénégal, faire plier le pouvoir. C'est maintenant qu'ils sont de faire le contrepoids. Mais donc, si depuis 2021, cette opposition n'a pas joué son rôle de faire plier ce pouvoir, de tendre le cou à ce pouvoir pour avoir toutes les informations crédibles, d'aller au Rwanda, de mener les enquêtes, d'aller même rencontrer l'opposition rwandaise pour avoir les informations. Si cette opposition n'a rien fait, est-ce que vous pensez que elle est crédible? J'ai l'impression que cette opposition contribue, renforce le pouvoir en place. J'ai l'impression que cette opposition constitue une vitamine pour le pouvoir en place. Et finalement, à un moment donné, il faut qu'il cesse de pleurnicher ou encore de surfer sur la pauvreté des populations pour se maintenir en tant qu'opposant ou pour polémiquer. Donc moi, je crois que ils auraient bien fait. Le Premier ministre a donné les documents en retard. Très bien. Est-ce que vous pensez que c'est un débat sérieux? Maintenant qu'on les accorde, est-ce qu'on a les accords dans nos mains? Est-ce que vous pensez qu'un opposant sérieux peut encore dire que nous avons reçu ces accords en retard? Pourquoi le Premier ministre a traîné? Est-ce que vous pensez que c'est sérieux de débattre, de faire de ce sujet un sujet de débat? On devrait plutôt se focaliser sur le contenu des accords. Cette opposition devrait publier à leur tour, puisque jusqu'aujourd'hui, ils ont tenu une conférence de presse, mais sans expliquer de fond en comble c'est quoi ces accords. Ils se sont arrêtés sur 2-3 sujets qui les intéressent. On attendait que cette opposition, maintenant qu'ils aient des accords, mais qu'ils les mettent à la place publique. Donc, ça ne peut pas aujourd'hui dire en retard, le Premier ministre a traîné, le gouvernement, ça ne peut pas constituer un vrai débat qui va assagir ou encore qui va enrichir la population sur le plan intellectuel. Au contraire, ça vient nous abrutir d'entendre les opposants débattre encore du temps où le gouvernement a mis pour mettre ces documents à la disposition du public. C'est un faux débat. Le débat aujourd'hui devrait se focaliser sur le contenu des accords. Et l'on dit à demi-mot que les accords sont dangereux, que les accords, que le ricin qu'on veut planter chez nous est très dangereux. Ils ont parlé de ça, mais ils ont parlé des accords militaires, mais on se rend aussi compte que l'opposition ne s'informe pas suffisamment. Et c'est malheureux pour la population. Ces mêmes opposants ont aussi avancé comme argument un reportage de la télévision nationale rwandaise et l'audience accordée par le ministre d'État Pierre Mabiala à l'ambassadeur du Rwanda. Ils affirment également que ces accords sont dangereux et ne profitent pas au Congo. Ne partagent-ils pas cela une inquiétude légitime, vu la proximité entre nous et la RDC, avec ce qui se passe aussi à l'est de la RDC? Vous savez, l'opposition doit être responsable. Il y a beaucoup de Congolais aujourd'hui qui sont désabusés, qui ont perdu espoir. On a entendu même les évêques dans ce pays réclamer en 2021 l'alternance. On a même entendu l'un des opposants, Vivien Manangou, appeler à l'alternance démocratique dans ce pays. Ça veut dire qu'on est dans une phase où nous devons avoir des représentants, nous devons avoir des leaders qui sont crédibles de conduire le peuple là où il le faut. Mais pas celles et ceux qui viennent distraire la population. Pourquoi je vous en parle? Parce que il s'appuie sur le reportage de la télévision rwandaise comme élément de preuve, n'est-ce pas? Oui. Je n'ai pas envie de remettre ce reportage-là en cause. Ces gens-là, ces fameux entrepreneurs rwandais ou hommes d'affaires seraient au Congo en visite. Dans ce reportage, si vous réalisez ce reportage, il n'y a aucune photo d'eux sur la terre congolaise. C'est-à-dire qu'aucune photo où ils étaient séparés Mbamou ou à Mokokulu sous le fleuve Congo. Les images qui sont utilisées pour parler du Congo, c'est une image de drone que n'importe qui peut télécharger sur beaucoup de plateformes. Deuxième chose, c'est que les interviews se font chez eux, pas au Congo. C'est-à-dire qu'ils étaient devant leur dépôt, leur garage, au Rwanda, mais pas au Congo. Comment expliquez-vous que ces gens qui étaient au Congo, qui ont séjourné au Congo, n'aient pas réalisé des moindres images là où ils sont passés, même avec les populations, même avec les chefs du village, qui les a reçus au Congo? On ne nous en parle pas. Je ne remets pas en cause ce reportage. Je peux parler aussi de la manipulation médiatique.
Il s'appuie sur l'audience de l'ambassadeur, l'audience accordée donc à l'ambassadeur par le ministre d'État, le ministre Pierre Mabiala qui s'occupe du foncier dans ce pays. Le débat se situe au niveau des éléments de langage. Il a dit ceci, il a dit cela. Mais vous avez quand même reçu dans ce pays le ministre des Affaires étrangères de ce pays, qui a été reçu par le président de la République. À la sortie de l'audience, ce monsieur vous dit clairement qu'il n'y a pas eu cession ni vente des terres. Le même argument avancé par le président du Sénat, le même argument avancé par le président de l'Assemblée nationale. Mais les opposants refutent cela pour dire qu'il y a certainement une connivence, il y a certainement une complicité entre le gouvernement et le ministre des Affaires étrangères qui serait venu pour sauver le gouvernement. Mais ce ministre s'attaque même aux opposants au point de les réduire, au point de dire que finalement, ils ont un autre agenda. Ils voulaient peut-être s'attaquer à la politique du président, mais pas réellement aux accords. Il le dit, ce monsieur. Mais vous avez ensuite les accords qui vous ont été donnés. Mais si vous mettez de côté ces accords... C'est un document de 355 pages. Hein. Qu'ils prennent le temps de le lire, puisqu'ils en ont besoin. Vous avez quand même le ministre des Affaires étrangères de Rwanda qui est ici, qui est venu ici. Pour eux, ce n'est pas une preuve tangible. La preuve tangible, c'est le reportage. Et donc, il faut croire à ce reportage, il faut croire à l'audience, mais pas à ce que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda a dit. Donc, et même les documents qui sont sous leurs yeux, ils y doutent. C'est-à-dire qu'ils pensent que ce n'est pas vrai. C'est toujours un faux débat. Aujourd'hui, le débat, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, que ces opposants nous apportent les éléments contraires. C'est-à-dire que pour convaincre la population, même pour aider cette population, il faut qu'ils apportent les éléments contraires. Nous avons vu pour contrer, pour mettre à dos le pouvoir ou le Premier ministre et son gouvernement, c'est de lui apporter des éléments tangibles contraires. Pour dire que nous avons mené des enquêtes, vous nous avez caché les vrais accords, nous avons les vrais accords. Vous nous avez caché, nous étions face au président du Rwanda, il nous a dit autre chose. Nous étions voir peut-être nos homologues opposants du Rwanda, ils nous ont dit autre chose. Ils disent encore que les accords sont dangereux. Ils disent que les accords sont dangereux. Ils s'appuient d'abord sur le fait que le Congo ne gagne absolument rien ou n'en profite pas. Et quand vous lisez ces accords, on parle bien de partenariat gagnant-gagnant, c'est-à-dire que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda l'a dit, il dit il y a la possibilité dans ces accords que les entrepreneurs congolais effectuent donc les missions en RDC pour voir quels peuvent être dans le secteur, ils peuvent donc explorer les secteurs d'activité. Et c'est comme ceux du Rwanda, quand ces accords viendront ici pour explorer les secteurs d'activité. Mais si aujourd'hui les Congolais ne sont pas allés au Rwanda pour explorer, où est le problème du Rwanda? Si le Rwanda en avance, ils pensent que bon, nous, on doit aller explorer puisqu'on a déjà des accords. Où est le problème du Rwanda? Est-ce qu'on va dire que finalement, nous ne gagnons rien parce que nous ne savons pas ce que nous devons faire au Rwanda? Non, mais le Congo peut aller explorer dans le domaine agricole ce que les entrepreneurs peuvent faire ou encore ce que le gouvernement peut faire là-bas. Autre chose, ils parlent de la culture du ricin qui serait plus dangereux. Mais écoutez, le Congo ne serait pas le premier pays à cultiver du ricin. Vous avez l'Éthiopie, vous avez le Brésil, vous avez le Nigeria, vous avez l'Afrique du Sud, vous avez le Ghana, qui est même un exemple de démocratie en Afrique. Mais ils cultivent le ricin. Est-ce que vous connaissez les vertus du ricin, en dehors du fait que ça soit une plante dangereuse? Mais on utilise le ricin dans le domaine de la santé, pour atténuer les douleurs. On utilise le ricin même dans le domaine cosmétique, on utilise le ricin même dans le domaine agricole pour traiter le sol, pour rendre le sol fertile. Pourquoi les opposants n'ont pas pu avoir le courage de le dire que oui, le côté dangereux du ricin, c'est celui-ci, mais on constate que le Brésil le cultive, le Nigeria le cultive, l'Éthiopie le fait, le Ghana le fait, le Nigeria le fait. Mais nous pouvons donc profiter du caractère dangereux peut-être, oui, mais on peut donc profiter du ricin pour explorer et pour fertiliser nos sols, pour développer le secteur cosmétique et même utiliser ce produit dans le secteur de la santé. Donc, quand vous regardez ce débat, quand ils disent les accords sont dangereux, où est le débat de fond? Où est le débat de fond à ce niveau?
Donc, je vous disais tout à l'heure que l'opposition est restée stérile. Ce sont des critiques systématiques. L'opposition est restée malheureusement depuis plusieurs années dans la démagogie totale. Et finalement, le débat n'est pas élevé au niveau où l'on devait s'attendre à un débat, on va dire, un débat de fond, un débat d'intellectuel, un débat démocratique. Mais non, ils ont les accords, c'est ce qu'on attendait, qu'ils nous apportent des preuves contraires. Est-ce que le débat, là, on peut dire que l'opposition est superficielle? Je vous l'ai dit que l'opposition reste dans le superficiel. L'opposition reste dans le superficiel. Regardez, vous avez les accords sous vous. Mais apportez-nous les éléments contraires pour vous dire que le gouvernement... Ils ont parlé des accords militaires. Vous savez que le Congo a des accords militaires avec la France. En quoi la France serait plus crédible que le Rwanda, alors qu'on a vu comment la France a participé à la destruction de la Libye et de plusieurs pays africains, le Mali. En quoi la France peut être crédible vis-à-vis, puisqu'il s'appuie sur le fait que le Rwanda s'attaque aujourd'hui à la RDC. Sur la base de ce qu'ils entendent sur les médias d'ailleurs, puisque le Rwanda refuse jusqu'ici de s'impliquer dans cette guerre. Mais les opposants congolais l'ont confirmé sur la base des informations reçues sur les médias, sur le rapport de l'ONU. Ils sont pourtant qu'ils aient eux-mêmes des preuves. Je ne dis pas que c'est faux, mais nous avons vu comment l'Amérique s'est attaquée à l'Iran, à l'Irak, mais nous avons les accords militaires avec ces pays. Nous avons les accords militaires avec la Turquie. Mais pourquoi l'opposition ne s'est jamais levée pour contester la France qui soumet aujourd'hui l'Afrique dans une dépendance éternelle? Est-ce que nous, le Congo va refuser, couper ses liens diplomatiques ou ses partenariats avec le Rwanda parce que la RDC sera en conflit? Est-ce que vous savez combien de fois nous avons eu des tensions avec la RDC? Vous vous souvenez de Matabakolo? Comment, de part et d'autre, nous traitions les autres? Est-ce que vous vous souvenez encore sous Tchombe, comment les Congolais ont été maltraités à Katanga, chassés comme des malpropres? Nous avons eu des moments de tension entre les deux pays, même jusqu'à aujourd'hui. Comment peut-on penser que le Congo ne peut plus avoir des accords avec d'autres États simplement parce que nous avons plus ou moins des conflits, des tensions entre les pays voisins? On va évoluer, Bruni Fortuna. Un autre point abordé lors de cette conférence de presse concerne la prétendue violation de la Constitution par le président de la République qui, selon Clément Merassa, continue d'assumer les fonctions de chef du PCT alors qu'il est censé être au-dessus des partis politiques. De quoi s'agit-il précisément? Depuis 9 ans, Clément Merassa en parle. Depuis 9 ans, il rappelle à ceux qui l'entendent, à la communauté nationale et internationale, au comité international, à l'opinion nationale et internationale, que le président de la République viole la Constitution à ce niveau. C'est vrai qu'il a parlé de plusieurs violations de la Constitution. Il parlait même de la présentation, de la déclaration du patrimoine du chef de l'État. Il en a dit. Je vous disais que c'est un homme cohérent, un homme très respecté. Clément Merassa, un grand statisticien. Voilà, donc il est cohérent. Seulement, depuis quelque temps, il est frappé par l'usure du temps. Voilà, c'est une génération comme la génération du président de la République qui va bientôt céder la place à une nouvelle génération. Et donc, Clément Merassa est frappé donc à le poids des années sur ses épaules. Et donc, il est aujourd'hui, au fur et à mesure qu'il évolue, il n'arrive pas quand même à changer son discours et à changer de stratégie. Quand on regarde bien les statuts du Parti congolais du travail, il est clairement souligné que c'est le secrétaire général du parti qui assure l'intérim du président, du chef du parti, quand il est dans l'incompatibilité. C'est ce que fait Pierre Moussa depuis qu'il est là. C'est ce qu'a fait Pierre Ngolo quand il était encore là. Denis Sassou Nguesso, c'est comme, je peux prendre une image assez simple, peut-être que ça va être un peu abstrait ou je ne sais pas comment. Vous avez un député titulaire, un député suppléant. Quand le titulaire est frappé par l'incompatibilité, c'est le suppléant qui siège. Donc le député titulaire ne peut pas prendre un engagement au nom, donc administrativement, ne peut pas envoyer des courriers en son nom, ne peut pas percevoir les émoluments, il ne peut pas. Mais il reste le député titulaire, mais administrativement, il ne peut pas siéger. Mais c'est comme le président, il demeure le président du Parti congolais du travail, puisque c'est son parti. C'est son parti. Il est le président, mais administrativement, allez vérifier.
Il n'a jamais posé un acte administratif. Ça veut dire que prendre une décision administrative pour sanctionner dans le parti, pour donner des orientations, le président de la République ne participe pas aux réunions du parti qu'on le travaille, ne préside pas les réunions du parti qu'on le travaille. Il y est allé une seule fois, mais c'était on va dire dans l'informel. Il avait visité le siège, mais c'était dans l'informel une seule fois. Mais il n'y va pas. Donc, on ne peut pas dire qu'il est le président du PCT. Sur quelle base? Est-ce que c'est parce qu'il a été élu président du PCT lors d'un congrès ou parce que c'est le PCT qui le désigne comme candidat? Mais ce n'est que normal, pendant les élections, le PCT doit faire le choix de son candidat. Mais est-ce que Clément Merassa peut nous apporter des preuves administrative que Denis Sassou Nguesso gère le parti au quotidien? Parce que quand on est président d'un parti, donc on organise les réunions, on préside les réunions, on fait le choix quand il le faut, on prend les décisions, on sanctionne, mais jusqu'ici, celui qui le fait, c'est Pierre Moussa. Les élections qui s'organisent, c'est Pierre Moussa qui prend les décisions. C'est même lui qui préside le comité d'investiture. C'est pas Denis Sassou Nguesso qui préside le comité d'investiture. Vous avez également récemment la FMC qui organise ces élections ou encore ces assemblées de restauration. Mais c'est le secrétaire général qui prend les décisions. Donc, vous vous rendez compte, c'est encore un faux débat. Au lieu que cette opposition se focalise sur les vrais défis, au lieu que cette opposition propose à la population sa vision, son idéologie, son programme d'activité, l'opposition passe tout son temps à réagir. C'est une opposition de réaction. C'est une opposition réactive, pas proactive. À chaque fois que le gouvernement a parlé, l'opposition sort de son silence. Le gouvernement a posé un tel acte, l'opposition apparaît. Est-ce que vous avez un programme d'activité de l'opposition congolaise? Vous parlez du PSD, PSDC, le parti de Clément Merassa. Vous en connaissez, vous comptez le nombre des membres de ce parti politique? Je ne suis pas un mandant. Hein. Voilà, vous ne pas. Donc vous allez vous rendre compte que depuis pratiquement 10 ans, Clément Merassa fait son opposition soit dans son salon, soit sur les réseaux sociaux, soit dans une salle quelque part. Ça fait combien d'années qu'il n'est pas allé à la rencontre de la population, de ses militants? Combien de fois, depuis qu'il est là? Vous avez entendu Clément Merassa organiser une assemblée générale élective au sein de son parti? Brony Fortuna, mais quelle analyse faites-vous de cette opposition congolaise? Je vous l'ai dit, je vais encore peut-être le répéter tout à l'heure. Je veux le répéter tout à l'heure. Je le dis, apparemment, vous n'avez pas l'impression de m'entendre. Je vous dis que cette opposition est une opposition stérile, sans boussole idéologique. Voilà, c'est une opposition qui est sans boussole idéologique. Est-ce que vous connaissez même l'idéologie? Déjà, je vous rappelle qu'elle est plurielle. Voilà, elle est plurielle. Vous avez depuis pratiquement 12 ans, 13 ans, 14 ans, cette opposition qui est en 1000 morceaux, un monstre à plusieurs têtes. Donc vous avez, au départ, ils étaient IDC Frocade. Après, c'était un front populaire contre le changement de la Constitution. Et finalement, ils ont créé la RD. Et après, ils se suspectent eux-mêmes. Donc, non, on ne peut pas continuer à marcher avec Pascal Thiatima Biala parce qu'il serait corrompu. Vous allez vous rendre compte que Thiatima Biala, qui est le leader, le chef de file de l'opposition, a quelques partis, donc Yuki, qui doutent déjà encore, qui suspectent Thiatima Biala de jouer le jeu du pouvoir. Vous avez à peu près Munari avec son Musk, et vous avez aussi, faut pas l'oublier, le ministre actuel de l'industrie, comment on l'appelle, pardonnez-moi, Nick Fila. Il a aussi de l'opposition, ne l'oubliez pas. Il a donc son opposition qu'il appelle l'opposition républicaine. Vous avez aussi Dave Mafoula qui est de l'opposition mais qui ne se reconnaît pas dans les autres opposants, les souverainistes, et qui pense que les autres sont trop radicaux. Mais vous avez aussi le jeune Gavé, mais vous l'avez d'ailleurs constaté lors de la conférence de presse, qu'ils ne s'entendent pas sur ces accords. Le jeune Gavé pense qu'il faut que le gouvernement annule ces accords, et Clément Merassa, qui certainement continue de lire encore ces accords, pense qu'il prend tout son temps pour analyser, même s'il a l'intime conviction que les terres ont été vendus. Et donc, vous faites la politique et vous venez sans preuve dire que vous avez l'intime conviction sans preuve. Donc, cette opposition est un monstre à plusieurs têtes. Et donc, c'est une opposition qui, pendant des années, n'a pas réussi
à changer les choses dans ce pays-là. Nous avons vu dans les pays comme le Sénégal, je sais de le dire, au Brésil, nous avons vu même ailleurs au Ghana comment les autres opposants, même en Guinée, l'ancien chef qui a été destitué, il était un opposant au départ. Les autres ont réussi à renverser les choses dans le pays. Sonko et l'autre ont réussi à mettre Macky Sall de côté. Macky Sall, qui a quitté son mentor, a réussi à le faire partir. Mais pourquoi notre opposition, depuis autant d'années, s'agrippe sur la fraude électorale, s'agrippe sur la dictature, mais sans pourtant mener des vrais combats sur le terrain? Les autres le font. Sonko a accepté d'aller en prison. Faye était en prison. Pourquoi eux ne veulent pas, eux, mener ce combat, ce type de combat pour changer les choses de ce pays, donner de l'espoir à cette population? Peut-être qu'ils ne croient plus aussi au pouvoir, mais on constate que cette opposition, si ce ne sont pas les amis d'hier du président de la République qui se retrouvent à l'opposition, et c'est qu'il y a certains qui sont totalement frustrés, il y a encore d'autres qui jouent le jeu du pouvoir, comme on le sait tous. Donc, c'est une opposition qui a dessus. Marien Ngouabi disait qu'une révolution qui n'est pas portée par la masse ne réussit pas. Est-ce que vous pensez que cette opposition est portée par la population? Fortuna Ngolali, nous allons clore notre chronique avec cette question. Qui est aujourd'hui le leader de l'opposition congolaise? Qui incarne le leadership? Bon, je vous dis que l'opposition est plurielle. Voilà, l'opposition est plurielle, ce serait difficile de trouver un leader. Constitutionnellement, on a confié l'émission à Pascal Thiatima Biala, qui devient lui aussi amoureux du pouvoir. Vous avez constaté que à l'Assemblée, il ne jure que sur ça. Nous sommes là pour vous accompagner. Donc finalement, si l'opposition accompagne le pouvoir, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Qu'est-ce qui reste à l'opposition? Si l'opposition accompagne maintenant le pouvoir, ça veut dire que nous n'aurons plus l'opposition dans ce pays-là. Et donc, si on peut voir dans les perspectives, je vois Madame Munari. Et cette femme, je la trouve intelligente et très brave. Elle est dans une opposition assez constructive. Elle n'est pas animée par la peur. Nous avons vu sa dernière sortie à l'Assemblée nationale lors des questions orales. Nous avons vu comment elle a mené son combat lors des élections législatives. C'est une femme qui pense Congo, qui fait l'opposition pour le Congo, qui fait l'opposition pour la population congolaise et qui veut bâtir. Je pense qu'elle peut jouer le rôle. Vous avez également 2-3 jeunes de la nouvelle génération. Vivian Manangou, j'ai parlé de lui tout à l'heure. Il est dans une opposition assez intellectuelle, assez intelligente, assez constructive. Il peut jouer un grand rôle demain s'il peut prendre le leadership de cette opposition. Vous avez aussi Dave Mafoula. C'est vrai qu'elle a encore il doit encore convaincre. Il doit encore convaincre parce que il est difficile aujourd'hui pour des jeunes comme lui de penser qu'il y a un jeune qui peut donc sortir de l'ordinaire et devenir donc un leader. Après, vous avez aussi le jeune Gavé, c'est un jeune qui doit quand même, il doit quand même encore apprendre. Il faut qu'il soit humble, qu'il apprenne, parce que, pour terminer, j'ai suivi ce qu'il a dit sur le Rwanda, que le Rwanda ne figure pas je vais boucler, je sais qu'on a déjà abordé ça, sur le Rwanda, que le Rwanda ne figure pas sur la liste des pays les pays agricoles à travers le monde, mais je puis quand même vous rappeler que le Rwanda exporte le thé et le café. Et il a pour partenaire les États-Unis, il a pour partenaire la Grande-Bretagne, il a pour partenaire le Brésil. Mais le Congo exporte quoi? Quand on pense que le Rwanda ne représente rien dans le domaine, l'économie du Rwanda est en grande partie Nous allons parler dominée. Prochainement, Bruni. Voilà, donc c'est pour vous dire que le jeune Gavé, c'est vrai qu'il a des ambitions, mais le contenu reste encore vide. Nous voulons avoir des opposants dans ce pays qui soient capables de renverser les choses démocratiquement, de rassurer cette population, mais pas les opposants qui surfent à chaque fois sur l'actualité, qui n'ont aucun programme politique, qui n'ont aucune idéologie politique, qui n'ont aucune vision. Et tout le temps, tout ce qui les anime, c'est que le gouvernement a dit, eux doivent dire. Le gouvernement a fait, eux doivent faire. Est-ce que vous avez réellement en tête la vision de cette opposition? C'est par ces mots que nous mettons fin à cette chronique. Merci à vous. On se dit à très bientôt. Aimez, partagez. Au revoir et portez-vous bien.